Fin à la prison de Fresnes, l'un d'eux a dû être placé sous perfusion. La victoire du nucléaire sur les autres formes d'énergie, l'évolution des prix et de la fiscalité favorise l'électricité. Élections législatives au Maroc, poussées à gauche dans un pays préoccupé par la crise économique et appauvri par la guerre du Sahara occidental. Monsieur, bonsoir. It's a boy, c'est un garçon. Le cri a fusé tout à l'heure en Grande-Bretagne. Le pays tout entier était suspendu aux informations depuis l'admission tôt ce matin de la princesse Diana dans un hôpital londonien pour donner naissance à son deuxième enfant. Diana et Charles espéraient une fille, dit-on. Ils sont bien sûr ravis d'avoir un garçon qui est le troisième en ligne à la succession du trône d'Angleterre. Philippe Arroir. It's a boy, c'est donc un garçon. Il est né à 16h20, heure de Londres, et il pèse plus de 6 livres. Le prince Charles a assisté à l'accouchement. Fin du suspense. Il avait commencé pourtant ce matin. Le média circus, comme on dit ici, était en place depuis 7h30, depuis qu'on a appris que la princesse Diana était entrée dans cette maternité de l'hôpital Sainte-Marie, dans le quartier de Paddington à Londres. Le prince Charles accompagnait son épouse qui a été installée dans la même chambre qu'il y a 2 ans lorsqu'est né le prince William. C'est le même gynécologue, M. Pinker, qui a procédé à l'accouchement. Cette journée a été celle de l'attente, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'hôpital, à l'extérieur où la foule grossissait au fur et à mesure que les heures s'écoulaient. Foule également devant Buckingham Palace, où la naissance de son Altesse royale a été affichée aux grilles du château. Un château pour le reste vide, puisque la famille royale est toujours en Écosse, à Balmoral, mais la reine a été informée par téléphone des progrès de la délivrance de la princesse de Galles. Parmi le public, les commentaires portaient surtout sur le sexe du bébé. Cela n'a pas la valeur d'un sondage, mais je puis vous dire qu'on souhaitait en grande majorité une petite sœur pour le prince William. C'est un petit frère, on est un peu déçus, mais on est surtout très heureux que tout se soit bien passé. Le prénom du jeune prince ne sera connu que dans 2 jours et les paris vont bon train. Georges est donné grand favori. Quelques audacieux misent même sur le prénom d'Elvis. Du rose au noir, l'actualité de ce samedi change de couleur avec le problème des militants basques espagnols menacés d'extradition. Emprisonnés à Fresnes, ils sont 8 à observer depuis 38 jours une grève de la faim et l'un d'eux a dû être placé sous perfusion pendant 2 heures hier après-midi. Des manifestations en leur faveur ont eu lieu hier au Pays basque espagnol où 2 attentats anti-français ont été commis. À Bayonne, plus d'1 millier de personnes ont manifesté ce matin contre les extraditions. Henri Bodiguel. C'est en tapant sur des couvercles de casseroles que les manifestants ont scandé les slogans « Non aux extraditions et nous ne les laisserons pas mourir ». Ces manifestations contre les extraditions pourraient d'ailleurs devenir quotidiennes à Bayonne et toujours en faveur des 8 réfugiés basques qui observent actuellement une grève de la faim à la prison de Fresnes. Ce sont quand même des gens qui ont commis des crimes de sang. Ainsi les a jugés la Cour d'appel de Pau. Et vous le savez, le gouvernement a dans une circulaire récente défini les critères selon lesquels se trouveraient justifiées des extraditions. Je suis personnellement persuadé que le gouvernement français ne se mettra en aucune façon et en aucune circonstance dans une situation analogue à celle qu'a connue Madame Thatcher avec les séparatistes irlandais. Il y a 36 jours maintenant que les 8 réfugiés basques observent leur grève de la faim et 22 jours qu'ils ont entamé une grève de la soif. Mais aujourd'hui, on apprenait que Xavier Laurambio avait dû être alimenté par perfusion pendant 3 heures. C'est lui dont l'état paraît aujourd'hui le plus inquiétant. Je suis allé ce matin à Fresnes, je l'ai donc vu. Il m'a indiqué que c'était quelque chose qu'on lui avait imposé. Que le médecin et une infirmière et un infirmier lui avaient fait cette perfusion, qu'il avait refusé, mais qu'il n'avait pas été capable, disons, de se débattre ou de résister à 3 personnes qui le tenaient, compte tenu de son état, qui est effectivement extrêmement grave et depuis plusieurs jours déjà. Indépendamment de l'avis qui sera prononcé par la Cour de cassation, la décision d'extrader ou d'expulser reste du ressort du gouvernement. L'actuel état de santé des grévistes de la faim pourrait d'ailleurs accélérer cette décision.
Par solidarité, disent-ils, avec les militants basques et pour protester contre leurs conditions de détention, 5 militants du mouvement dissous Action Directe, emprisonnés à Fresnes, à La Santé et à Fleury-Mérogis, ont décidé d'entamer à leur tour ce matin une grève de la faim. Les dispositions fiscales du budget 85 le confirment, l'électricité apparaît progressivement comme la forme d'énergie la plus économique pour les consommateurs. Par rapport à l'ensemble des prix, le secrétaire d'État à l'énergie l'a précisé hier, ce sont les produits pétroliers qui, à l'avenir, vont augmenter le plus vite, le gaz évoluera à peu près au même rythme et l'électricité devrait augmenter plus lentement. Geneviève Moll. C'est la moins chère d'Europe. C'est la raison pour laquelle, du reste, nous en exportons. Mais si nous, Français, en consommions davantage, si son utilisation était plus répandue à la fois chez les ménages et chez les industriels, nous aurions besoin de moins d'énergie traditionnelle, de pétrole par exemple, et nous économiserions nos devises puisque nous payons le pétrole en dollars. Comment alors inciter les Français à consommer davantage d'électricité ? Dans une note d'orientation, le ministère de l'Énergie a demandé à l'EDF de baisser dans les années à venir de 1 point au-dessous de l'inflation le prix du kilowattheure. Il s'agit bien d'une note d'orientation et la baisse est souhaitée pour les prochaines années. Mais d'ores et déjà, l'EDF n'est pas contre. L'électricité est la seule énergie qui aura tendance à la baisse dans les années prochaines. Sous quelle modalité, à quel moment précis, ça c'est un petit peu plus difficile à dire et je n'ai pas tous les éléments en ce moment pour résoudre votre question. Il faudrait déjà attendre la fin de 1984. Mais tendanciellement, c'est vrai. En 1984, nous avons eu une hausse de 5% au début de février. Nous n'en demanderons pas d'autres pour l'année, même si l'inflation dépasse ce chiffre. C'est-à-dire que vous êtes déjà au-dessous de l'inflation? Nous le serons un peu, oui. Personne ne peut donc dire aujourd'hui, pas même les gens de l'EDF, si le kilowattheure que vous payez 48 centimes 07 hors taxe en moyenne vaudra 50, 51 ou 52 centimes. Cela dépendra de la poursuite de la rigueur de gestion pour EDF, de la hausse des tarifs en 85 et du moment où elle interviendra, c'est important pour l'entreprise. Cela dépendra surtout de la plus grande capacité des Français à utiliser l'énergie électrique. Des paramètres qui ne sont, bien évidemment, pas encore connus. Mais la tendance à la baisse, elle, est bien engagée. Cette évolution confirme en tout cas le bien fondé du pari nucléaire engagé en France sous la présidence Pompidou il y a une quinzaine d'années. Jacques Violet. En 1973, la brusque montée du prix du pétrole mettait en compétition le nucléaire. On mettait au rencard les vieilles centrales au fioul ou au charbon. La France, comme de nombreux autres pays industrialisés, sans matières premières, prenait le tournant du nucléaire. Aujourd'hui, 21 sites, une trentaine de tranches, comme disent les spécialistes, sur l'ensemble du territoire, produisent plus de la moitié de la consommation nationale. Le tout nucléaire, solution miracle. Non, le tout nucléaire a été un slogan. Enfin, il faut que les meilleures formes de production d'électricité soient utilisées. Le nucléaire est une façon de produire de l'électricité en grande quantité, de façon compétitive, jusqu'à hauteur de 70% des besoins des Français. Aujourd'hui, EDF alimente 25 millions de foyers et entreprises et vend même 7% de sa production à l'étranger. Depuis 1981, le gouvernement a, de façon symbolique, annulé l'implantation d'une centrale nucléaire à Plogoff. EDF a signé un important contrat avec la région de Golfech où se construit une centrale. Les écologistes et les contestataires sont rentrés chez eux. Sans réel problème, presque paisiblement, l'énergie nucléaire continue à se mettre en place. 13 fûts d'hexafluorure d'uranium ont été repêchés ces derniers jours de l'épave du Mont-Louis. Mais le mauvais temps a une nouvelle fois interrompu ce matin le travail des plongeurs. Parmi les fûts ramenés à la surface, 3 proviennent en fait d'une centrale nucléaire allemande et non pas de La Hague. D'après les autorités allemandes, ils ne présentent aucun danger pour l'environnement.
La politique française maintenant avec une publication peu banale, la publication de la correspondance échangée au plus haut niveau de l'État à propos de la commission d'enquête parlementaire sur les avions renifleurs. L'Élysée a en effet décidé de rendre publiques ce soir les lettres que le président Mitterrand et son prédécesseur Valéry Giscard d'Estaing se sont échangées à ce sujet. Il en ressort le même constat, la Constitution interdit au Parlement de mettre en cause la responsabilité du chef de l'État et celui-ci n'est responsable de ses actes qu'en cas de haute trahison et ce devant la Haute Cour de justice. À son tour, M. Giscard d'Estaing a décidé de rendre publique ce soir la lettre de la commission parlementaire annulant sa demande de convocation. La commission, vous le savez, a finalement suivi le vœu de l'Élysée et n'entendra pas, dans le cadre de ses travaux sur l'affaire des avions renifleurs, l'ancien chef de l'État. Bleu, blanc, rouge, ce sont les couleurs que le Front National entend donner aujourd'hui et demain à la fête qu'il organise à Paris. Son président Jean-Marie Le Pen doit faire demain son discours de rentrée. Pierre Alain. Le cœur n'y était pas cet après-midi à la fête des Bleus, Blancs, Rouges, la 4e, organisée par le Front National. Il fallait du courage et un bon équipement pour se promener sous la pluie, dans la boue, entre les stands traditionnels de ce type de manifestation. Manifestation endeuillée par un accident, la mort d'un garçon de 16 ans électrocuté en marchant sur un câble. Et c'est un Jean-Marie Le Pen consterné qui est arrivé à ce qui devait être une fête, mais la politique n'y a pas perdu ses droits. Dans son face-à-face avec des journalistes sous un chapiteau bien rempli, le leader du Front National s'en est pris à la presse, qui selon lui n'accorde pas à son parti autant d'importance qu'aux autres. À ceux qui le caricaturent, je cite, de façon injurieuse, à la bande des quatre, entendez les grands partis politiques, et en particulier à Jacques Chirac. Le vent tourne à droite, a-t-il dit, en se voyant très bien à la tête d'un gouvernement d'union nationale. Vous me demandiez quel est le poste ministériel un gouvernement national comme en Israël avec des fonctions alternatives. Non, je ne crois pas cela. Non, je crois que cet exercice acrobatique est réservé à des gens qui ont l'esprit plus délié que le mien. Alors, et puisqu'il faut choisir, si j'avais à choisir un poste ministériel, parce que je crois que c'est celui qui est le plus important, je pense que je choisirais celui de Premier ministre. Depuis la fête de l'humanité, le week-end dernier, les relations entre communistes et socialistes n'ont cessé de se tendre tout au long de cette semaine. Le comité central du PC doit siéger lundi prochain. Mais les querelles de la gauche ne sont pas seulement l'affaire des états-majors. Dans certaines municipalités, où jusqu'ici socialistes et communistes géraient de concert, l'union de la gauche éclate. Ainsi à Concarneau, où la rupture semble consommée. Jean-Louis Le Senne. À Concarneau, tout tourne autour de l'activité portuaire. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que ce soit l'élection d'un représentant au conseil portuaire qui ait mis le feu aux poudres entre socialistes et communistes au sein de cette municipalité d'union de la gauche. Les communistes décident de ne pas voter pour le maire socialiste suspend la délégation de ses 4 adjoints communistes et le divorce est consommé. À tout le moins, on peut parler de séparation de corps. J'ose espérer que ce n'est pas un divorce et que mes collègues communistes reviendront à la raison, mais je dois dire que l'on a senti durant ces derniers mois un durcissement progressif et que malheureusement l'intérêt de la population concarnoise n'est sûrement pas dans cette attitude qu'ils ont adoptée, mais plutôt, je le pense, dans une gestion telle qu'on l'envisageait avec eux. Nous avons donc décidé, nous, de voter une fois pour le communiste, une fois pour le représentant de droite, une fois pour le socialiste, et c'est le maire socialiste qui a refusé de présenter un candidat, ce qui l'a fait être éliminé du conseil portuaire. Le vote en faveur d'un candidat de droite contre le maire socialiste est intervenu au moment où l'on assiste au niveau national à un durcissement et où la ligne dure semble l'emporter au Parti communiste. Aucun rapport avec la situation sur le plan national. C'est bien sûr. C'est évidemment bien sûr. Il n'empêche, à l'échelon national, depuis plusieurs semaines maintenant, les relations entre socialistes et communistes ne cessent de s'envenimer. Concarneau n'est peut-être que l'illustration locale d'un climat qui s'alourdit, s'y ajoutent sans doute les rancœurs du Parti communiste qui a perdu cette mairie au profit du Parti socialiste. Mais c'est en tout cas la première fois, depuis les élections municipales de mars 83, que la gauche se disjoint aussi visiblement.
Pour la première fois depuis 7 ans, les Marocains ont voté hier pour élire un nouveau Parlement. Les résultats donnent la majorité absolue au parti centriste et les socialistes réussissent leur percée. Maurice Werther. Malgré la participation apparemment nombreuse des femmes à ce scrutin, aucune candidate n'a été élue. Le fait marquant est la progression du parti de M. Bouabid, l'Union socialiste des forces populaires qui, après dépouillement des 3/4 des bulletins, emportait 42 sièges sur 199. Le grand perdant est l'Istiklal, le vieux parti nationaliste de droite. Il est vrai qu'il faut juger ce scrutin avec quelques réserves. D'abord, un découpage électoral astucieux limite l'ampleur de mouvements qui pourraient déplaire au Palais Royal. Ensuite, de toute façon, le pouvoir réel reste entre les mains du roi Hassan II. D'ailleurs, aucun parti politique n'a fait campagne sur des thèmes que n'approuverait pas le pouvoir exécutif. En toile de fond de ces élections, la crise économique et aussi une guerre larvée qui coûte cher, la guerre du Sahara occidental. Philippe Rochaud et Jean-François Renou. Voilà 7 ans que dure la guerre du Sahara, et c'est dans ces sables du désert que risque de se payer le traité d'union entre le Maroc et la Libye. L'Algérie, qui soutient militairement le Front Polisario dans sa lutte pour l'indépendance du Sahara occidental, et qui estime que le traité maroco-libyen est dirigé contre elle, pourrait bien favoriser de nouvelles attaques contre les forces marocaines du Sahara. Aucune tension pourtant ces jours derniers parmi les soldats marocains qui veillent jour et nuit sur ces positions. Ici, c'est le désert des Tartares, on attend toujours un ennemi qui ne vient jamais ou presque. Par une chaleur de 45 degrés à l'ombre, ces soldats, dont certains sont là depuis 7 ans, fixent désespérément l'horizon. Nous sommes au calme. Grâce à une surveillance radar, ces hommes peuvent voir arriver les commandos du Polisario à 30 km de distance et demander à l'aviation marocaine d'intervenir. Leurs armes ne sont qu'un ultime recours. En 4 années au Sahara, l'armée marocaine aura construit 3 murs de protection contre les raids que mène le Front Polisario à partir de l'Algérie. Le mur couvre aujourd'hui 1400 km de désert et progressivement va épouser les frontières du Maroc avec l'Algérie et la Mauritanie. Le Front Polisario est donc de plus en plus tenté d'utiliser le territoire mauritanien pour attaquer les positions de l'armée marocaine. Est-ce que vous attendez à ce que le Polisario reçoive de nouvelles armes de l'Algérie? Je ne vois pas quelles nouvelles armes on peut lui donner. Il a toute la panoplie déjà. Alors à moins qu'on lui donne l'aviation. Maintenant, en ce qui concerne la Mauritanie, est-ce que vous continuez de soupçonner la Mauritanie de favoriser? Écoutez, moi je ne soupçonne personne. Moi je fais la guerre. Et je me contente de la faire. Mais les raids que peut effectuer le Polisario... Devant une carte, il est impossible que le Polisario puisse arriver à Dakhla sans passer par la Mauritanie. À moins de traverser 2 fois la ligne de défense. La guerre du Sahara coûte $1 million par an à l'armée marocaine. Le Maroc comptait sur l'exploitation des phosphates du Sahara pour éponger le déficit de son budget et payer sa guerre des sables. Mais le coût de l'exportation, la baisse des prix des phosphates sur le marché mondial, font que cette exploitation est pour l'instant déficitaire. Bien que personne au Maroc ne conteste la politique de la monarchie dans ce royaume des sables, le problème du Sahara continue de peser lourd sur la vie des Marocains. Et c'est sans doute pour isoler davantage le Polisario que le roi Hassan II a récemment signé avec le Libyen Kadhafi un traité d'union. Attentat en Espagne, à Marbella, lieu de villégiature favori des riches arabes. Un commando a tiré à bout portant sur 2 Saoudiens hier soir dans un bar. L'un d'eux est mort. L'attentat a été revendiqué par le Djihad islamique, l'organisation clandestine qui a déjà signé de nombreux meurtres au Liban et ailleurs. Le pape chez les Hurons, ce n'est pas une bande dessinée, c'est la dernière étape du voyage que le pape Jean-Paul II poursuit au Canada. Il a visité ce matin dans l'Ontario un village indien du XVIIe siècle, un village reconstitué bien sûr. Pascal Guimier. Jean-Paul II chez les Hurons, des Indiens d'Amérique peu nombreux certes, mais fervents catholiques. Pour son 7e jour au Canada, le pape a tenu à visiter la communauté huronne de Midland, perdue au nord des Grands Lacs. L'occasion pour le souverain pontife de rappeler le massacre de 8 jésuites par des Iroquois il y a 350 ans. Les Iroquois, la tribu depuis toujours ennemie des Hurons, une tribu d'ailleurs acquise à la religion protestante. Le chef Huron a offert à Jean-Paul II une plume d'aigle, un geste symbolique d'obéissance.
Le culte catholique chez les Hurons n'a peut-être pas toujours l'air très orthodoxe. Enfin, peu importe la manière, pourvu qu'il y ait la foi. Une cérémonie émouvante et peu commune aujourd'hui à la mairie du 15e arrondissement de Paris. Martine Aligan, 34 ans, a épousé à titre posthume l'homme qu'elle aimait, Claude Ochard, ce policier tué il y a près d'1 an par Lionel Cardon, le meurtrier présumé des époux Aran à Bordeaux. Au terme d'une longue lutte, la jeune femme a finalement obtenu des autorités l'autorisation d'épouser un mort. Première épreuve aujourd'hui d'un rallye sans précédent en Afrique sur le fleuve Niger, un rallye moto-nautique. Les bolides ont rompu la tranquillité majestueuse du 3e fleuve d'Afrique aujourd'hui. Brigitte Duvauchel. Aujourd'hui, c'est du sérieux. Départ de la première étape, les 42 concurrents de ce premier raid motonautique remontent à contre-courant les 62 km qui rallient Niamey à Namaro. Départ du bateau numéro 40, l'Arp Max Hiller. L'équipage Carbonel Doré, patronné par la ville de Marseille, part ensuite. La population s'est groupée le long des rives pour voir passer ces drôles de pirogues à moteur. Certains se sont fait surprendre par des rochers à fleur d'eau ou par des filets de pêche. Pour l'instant, peu de rapides, le fleuve est large et les bateaux à coque rigide sont avantagés. Ils peuvent développer la puissance maximum de leur moteur. Pour Dany Delage, la femme la plus rapide à la voile, entre New York et le Cap Lizard, l'aventure bat son plein. Tout comme pour l'équipage féminin d'Antenne 2, Agnès Vincent et Liliane Bordoni. Quant aux autochtones, ils semblent perplexes devant toute cette agitation. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Vincennes. Si vous avez joué le 13, le 19 et le 16, 5 francs dans l'ordre, vous le voyez, vous rapporte 1285 francs. Dans un ordre différent, 257 francs. Demain, les courses auront lieu à Longchamp. Pierrette Bresse vous dit ses pronostics. Le tiercé de demain se jouera dans le prix de Bellevue. Cette course a la particularité d'être réservée uniquement aux juments. Celles-ci sont âgées de 3 ans et plus et devront parcourir 2200 mètres. Comme il s'agit d'une course à handicap, les chances respectives des 21 concurrentes de ce tiercé sont équilibrées par la répartition des poids qui leur ont été attribués et ces handicaps sont étudiés en fonction de leur récente performance. Alors logiquement, les pouliches les plus chargées sont les meilleures, mais il y a toujours un poids léger qui vient se glisser à l'arrivée. Alors voici le pronostic que je vous propose. Avec en tête Faburola, le numéro 9, Papermoon, le numéro 4 et Normania Hall, le numéro 6. Ensuite, je ferai confiance au numéro 1, Badinage, au numéro 12, Belbury, au numéro 11, Perle du Rhin, le 18, Malacatel Scholl et le 16, Campera termineront ma sélection. Je répète leur numéro, 9, 4, 6, 1, 12, 11, 18 et 16. En 2 siècles, le mythe et l'opéra ont eu droit à beaucoup d'interprétations et ils ont nourri bien des allégories. Don Juan est de retour sur une scène parisienne. Don Juan, ou plutôt Donna Giovanni, puisque des comédiens mexicains ont osé transformer Don Juan en femme. Jean-Jacques Dufour. Ce Don Juan féminisé, joué au piano et chanté en langue hispano-italienne, pourra irriter certains puristes. Ils devront quand même concéder qu'il ne manque pas de charme, ainsi métamorphosé. Pour Jesús Rodriguez, qui a fait la mise en scène, la clé de l'opéra de Mozart, c'est la sensualité. Ainsi s'explique l'irruption des poitrines et des corps dénudés. Et puis, quand on est une femme, qui plus est issue d'un pays où le machisme règne, il doit être tentant de faire de la provocation sur le thème du donjuanisme. Don Juan, c'est un mythe du désir, de la séduction, del séduire en général. Non? Donc vous avez insisté sur la sensualité? Si, bien sûr. Mais vous êtes des chanteuses professionnelles? Vous faisiez de l'opéra avant? Non, jamais avant. La pièce n'est pas une pièce avec bel canto et c'est pas l'intention de le faire, c'est notre idée de chanter la chanson de Mozart, que c'est une chanson si populaire, et on le veut faire comme la musique allégée et la musique à les oreilles,
mais aussi qu'on peut voir la musique de Mozart. L'opéra de Mozart, ainsi réduit et érotisé, évite malgré tout l'écueil de la grivoiserie. Spectacle hispanisant, certes, mais pas pour autant olé olé. Changeons de registre et parlons du temps, Laurent Poussier, du temps de demain, avec peut-être un petit mea culpa pour commencer. Où est-il ce soleil que vous nous aviez promis sur Paris ? Malheureusement, on aura eu un week-end plutôt nuageux et pluvieux. Le beau temps n'est pas arrivé. Et passez-moi l'expression, un week-end pas terrible. Ceci dit, il y a quand même des régions où il fait beau, en Bretagne par exemple. Regardons la photo satellite qui a été prise en début d'après-midi par la météorologie nationale. Toute cette énorme masse de nuages qui s'enroule autour de cette dépression située sur l'est du pays et sur l'Allemagne, cette énorme masse de nuages aurait dû partir plus vite qu'elle ne le fait vers le sud-est. Elle se décale actuellement vers le sud-est, mais pas très vite. Et les hautes pressions situées sur l'Atlantique, composées d'air plus stable et plus sec, ne viennent que très lentement sur notre pays. C'est la raison pour laquelle la carte pour demain est encore recouverte de nuages. Des nuages, il y en aura beaucoup, surtout sur l'est du pays, de l'Alsace et la Lorraine jusqu'aux Alpes et à la Corse. Un temps très couvert avec des averses orageuses et des orages. Les températures sont assez basses. Nous allons le voir tout à l'heure, ce temps durera toute la journée. Un peu plus à l'ouest, du Nord-Pas-de-Calais à la Normandie et aux Pyrénées, ça va un tout petit peu mieux. Il y aura encore beaucoup de nuages le matin, quelques éclaircies dans l'après-midi, des averses aussi, quelques orages sur les Pyrénées. Un seul point positif dans cette région, c'est le pourtour méditerranéen, disons le Roussillon et la Provence, où grâce au Mistral et à la Tramontane, il fera à peu près beau. Et puis enfin, encore plus à l'ouest, là ça va beaucoup mieux. Sur le Cotentin, la Bretagne, les côtes de l'Atlantique, l'Aquitaine, les pays de la Loire, le Poitou-Charentes, il fait à peu près beau. Demain, il y aura encore quelques nuages, mais surtout du soleil. Les pressions sont en hausse. Le beau temps vient de l'Atlantique. Les températures, malheureusement, sont encore en baisse. Regardez, elles sont presque toutes inférieures à 20 degrés sur la moitié nord, sauf en Bretagne. C'est normal, le soleil est là. 20 degrés à Brest, 22 degrés à Rennes et 22 degrés également à Nantes. Sur la moitié nord, il fait assez froid. Sur la moitié sud, il fait un peu plus chaud, mais quand même plus froid. 18 degrés seulement à Clermont-Ferrand, c'est pas beaucoup. Et puis 24 degrés à Perpignan et 24 degrés à Bastia. Ça, c'est pas trop mal. Notre agenda, pour terminer, demain c'est dimanche, c'est les vacances, le 16 septembre. Le soleil se lève à 7h28, se couche à 20h01 et c'est la Saint-Édith. À 23h20, Jacques Ségui vous présentera notre dernier journal. Demain, 12h45, antenne de midi avec Daniel Bilalian. Je vous retrouverai bien sûr à 20h. Et maintenant, place à Champs-Élysées. Le Champs-Élysées de la rentrée avec une superbe affiche. Serge Lama, alias Napoléon. Michel Polnareff, qu'on n'a plus vu depuis longtemps à la télévision. Et puis, un irrésistible duo, Diana Ross, Julio Iglesias. Sans oublier bien sûr Michel Drucker. Très bonne soirée, à demain.